puis on n'a plus envie de raconter tellement d'histoires parce qu'il faut une excellente mémoire hein, pour tromper sa femme, il faut vraiment de la mémoire parce qu'il faut se souvenir de tous les endroits où on est censé aller et où on n'est pas allé. Ça demande une organisation. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Et le jeu en vaut la chandelle, je veux dire, au cours de votre vie? Ah ben moi c'est un équilibre, hein, parce que moi j'aurais été trop, j'allais dire chiant pour ma femme, pour une seule femme, oui, je serais abominable. Donc elle ne me supporterait pas. Ça vous pensez que vous avez été plus agréable avec votre femme en la trompant? Ah oui, absolument. Parce que du fait que je me sentais coupable d'un côté et elle parfaite, donc c'était moi je me faisais des reproches et elle croyait que je la trompais, c'était dans les moments où je la trompais pas. Parce que j'étais moins câlin, parce que j'avais rien à me faire reprocher. Vous compensiez. Peut-être la réponse à une question que vous avez posée tout à l'heure. Finalement, est-ce qu'il n'a pas gâché la vie de sa femme? C'est pas sûr dans ce que nous dit Gilbert là. Elle était très heureuse. On ne s'est jamais disputé une seule fois en 20 et quelques années de... Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans un couple, on est obligé de se... Enfin, je veux dire, on est obligé de se disputer de temps en temps. Mais si on est toujours d'accord, si je l'aime et que mais c'est pas normal avec... que deux personnes soient toujours d'accord. Deux personnes, fatalement, fatalement, c'est pas ce que monsieur disait. Ce n'est pas ce que monsieur disait, mademoiselle. Non, Madame, mais pardon. vous êtes... Je veux dire, c'est deux personnes différentes, avec des caractères différents, donc des idées différentes. Fatalement, s'il n'y a jamais un conflit, s'il n'y a jamais un désaccord, c'est qu'il y en a un qui s'écrase par rapport à l'autre. Non. Pourquoi? Chez vous, ça doit rigoler à moitié. Hein, quand même. Ben, je sais pas, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, je veux dire, Ah mais fatalement. la discussion existe, mais la discussion calme. Puis moi, je sais pas, ça met du piment de se disputer un petit peu. Non mais attendez, chez vous, c'est la baston perpétuelle. Pas du tout, c'est l'harmonie. C'est quoi l'harmonie? Lâchez ce meuble. Non, c'est l'harmonie, mais je veux dire, c'est de temps en temps, bon, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord, et puis chacun reste sur ses positions, on veut faire entendre un peu nos positions, comme on le fait ce soir. Mais pas du tout, parce qu'on se le dit franchement. Et bon, ben, le ton monte, c'est pas méchant, on s'envoie pas des assiettes à travers la figure. Est-ce qu'on ne s'engueule pas plus dans les couples fidèles que dans les couples infidèles? C'est l'impression qu'on pourrait avoir en écoutant un peu tout le monde. Pas du tout, non, on se dispute pas souvent, faut pas exagérer. Eric? On se dispute pas. Si, peut-être. Enfin, moi, je suis qu'au début de notre vie en commun. Donc, 2 ans déjà. Non. 4 mois de vie commune. 4 mois, non. Ça a été 2 ans où je la voyais que le week-end. Ah. Où la première année, j'étais à l'armée, je la voyais que le week-end. La deuxième année, j'étais en maîtrise à Lyon et je la voyais un long week-end parce que je restais... 3 jours? Voilà, à peu près à Lyon et je restais... je restais 4 jours à Lyon, je restais 3 jours à Toulon. Pas à part? Pas à part. Après, il y a eu les grandes vacances, donc on a commencé... On se dissipe là, c'est pas bien ça. Monsieur est en train de nous parler de sa vie. Pas gentil. Non, mais il s'en fiche, c'est pas grave. C'est pas de liste que vous faites. Ouais, je m'en fiche. Si, moi, ça m'intéresse beaucoup votre vie. Non, ça fait donc depuis le mois de septembre qu'on vit ensemble, mais c'est totalement différent quand on vit avec quelqu'un. Te demander à Alice Madame a mis 10 ans, elle me disait tout à l'heure en coulisses, ils ont mis 10 ans avant de plus s'engueuler, avant qu'il n'y ait plus de tension. Moi, ça fait 4 mois, bon, on a eu 3 mois vraiment horribles, mais horribles quoi, où on s'engueulait, où on jetait pas les assiettes à la figure, mais on s'engueule beaucoup. Au début, on s'engueule beaucoup. On cherche ses marques, vous avez l'impression? Oui, c'est surtout ça, non. Moi, j'étais dans mon appart. Elle a débarqué dans mon appart. Donc, Oh là là. c'est dur, c'est dur. Parce qu'on a son petit bordel, on a... Au début, c'est très difficile parce que chacun a ses petites habitudes. On a les affaires qui s'entassent les unes sur les autres. Il faut gérer tout ça. Donc, Annie, est-ce que je ne sais pas si c'est une question qui est à poser, mais est-ce que vous avez l'impression que les couples où on est fidèle ou plus fidèle que dans d'autres, je ne sais pas très bien ce que veut dire la fidélité, je ne sais même pas si ce mot est un mot agréable et approprié pour ce genre de situation, parce que ça rappelle un peu le rapport du chien à l'animal. La fidélité, c'est vrai que ça ne nous élève pas énormément dans le terme lui-même. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'engueule plus, qu'il y a plus d'échanges dans les couples où on est fidèle que dans les couples où on ne l'est pas? Je pense qu'il doit y avoir plus d'échanges parce qu'en fait, on ne se résout jamais aux disputes et aux mésententes. Donc on va mettre au point sans arrêt. C'est-à-dire qu'il va y avoir des étapes successives, des crises successives. Hein. Je le redis parce que c'est vrai, dans tous les couples, il y a des crises. Mais on va mettre ça au point par le dialogue, par l'échange et le fait de se voir suffisamment. Hein. Parce qu'on parlait tout à l'heure c'est vrai que tout le monde travaille maintenant. Effectivement, si on passe 8 heures par jour avec quelqu'un d'autre que son mari, il va falloir trouver le temps de rencontrer son mari quand même. Prendre rendez-vous. Donc il faut prendre rendez-vous et c'est ce qu'on fait, nous. On prend rendez-vous toutes les semaines. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet?
Tout à fait. Le fait, par exemple, de se rencontrer que les week-ends, on donne le mieux de soi. Vous devriez mettre cette mèche derrière votre oreille gauche, on peut très bien de profil, parce que les caméras sont placées de ce côté-là. Donc on donne le mieux de soi, on est toujours le mieux, on est toujours de bonne humeur, c'est la vie en rose en fait. C'est la vie en rose. Moi ça a duré 5 ans comme ça, la vie en rose, entre des avions, les week-ends, etc. Donc mais le fait de vivre ensemble, là vraiment... Ça vous paraît difficile, quand vous vous projetez dans l'avenir, de trouver les fondations d'un couple fidèle, de trouver, je sais pas moi, les repères, les points communs qui font que... Pour moi, c'est pas difficile parce que c'est dans mon éducation, en fait. J'ai double origine. Donc, grosse responsabilité des parents. Hein, ouais. Oui, tout à fait. Mais, aussi, hein. Oui, tout à fait, l'éducation. Et en plus, c'est tout à fait dans la norme, quoi. Je voudrais faire venir un sexologue pour savoir quels sont C'est vous, monsieur. Venez avec moi. Je vous ai présenté tout à l'heure André Cormand, sexologue à Toulouse. Bonsoir, monsieur, si vous voulez bien vous asseoir. On va parler de la différence entre les hommes et les femmes, s'il y en a que vous avez observé en tout cas dans votre cabinet. Vous êtes sexologue à Toulouse, vous êtes marié également, vous avez 2 enfants. Je ne sais pas quels sont vos principes, si vous en avez, ou votre façon de concevoir la relation fidèle ou infidèle. Mon boulot, c'est quand même essentiellement d'essayer d'aider des couples à traverser des crises, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et c'est vrai que l'infidélité, enfin en tout cas la situation d'infidélité, fait partie souvent des crises que rencontrent les couples. Bah, normal. Non, mais quelles sont les questions les plus fréquentes que vous avez, qui vous sont posées autour de cette infidélité, puisque c'est, ou d'adultère, on appelle ça comme on veut. Mais je crois que la question qui est le plus posée, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la trahison, le manque de confiance. Tout à l'heure, par exemple, le débat qu'on avait, c'était le débat sur la confiance par rapport au contrat. C'était pas le débat sur la fidélité, c'était le débat sur la confiance. Et ensuite, évidemment, le problème de savoir, au fond, si cette infidélité, c'est le thème un peu de l'émission, si elle correspond à quelque chose de fondamental par rapport à la vie sexuelle. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on peut imaginer que la fidélité est quand même, la fidélité et l'infidélité sont, pour l'être humain, dépendent en gros du niveau où ils situent leurs enjeux par rapport au plaisir. C'est-à-dire qu'au fond, on peut imaginer rester fidèle, comme vous le dites, proclamer la fidélité comme étant quelque chose de totalement inévitable. La question est de savoir après si la place que vous octroyez au plaisir dans votre vie va pouvoir être satisfaite toute une vie. Parce que c'est finalement la confrontation à un moment donné avec la pulsion, avec le désir. Ouais, non, on prend des promesses, voilà. On promet des choses, est-ce qu'on est capable de les tenir? Est-ce que quelqu'un est capable d'être honnête en promettant quelque chose qui s'inscrit dans la durée de la vie, hein, puisque c'est comme ça qu'est Moi, je crois qu'on peut être honnête à la promesse suivante. Je te promets, mon amour, d'être fidèle toute ma vie à notre amour. Ouais. Est-ce que vous conseillez à ceux qui disent, voilà, je trompe mon mari ou ma femme, je voudrais lui en parler et essayer d'avoir ses bénédictions pour qu'il ou elle me comprenne. Est-ce que vous conseillez de le dire ou pas le dire, vous, en tant que sexologue? Je crois que toutes les situations sont possibles. Quand effectivement, moi, je vois des couples, c'est souvent... Vous avez l'air de défendre, excusez-moi de vous couper, oui. Vous avez l'air de défendre quand même une certaine nécessité d'un certain secret. Oui, je crois en tout cas que le respect, le secret et la liberté sont, à mon avis, les 3 fondements d'un couple qui voudrait s'inscrire dans la durée. D'accord. Est-ce qu'on peut pratiquer un adultère en évitant l'humiliation ou des relations qui sont un peu vulgaires, ou une certaine vulgarité des sentiments? Je crois que personne n'a été à l'aise quand on a vu tout à l'heure un homme qui donne un cours de ski avec une femme avec qui il a couché le matin et en skiant l'après-midi avec la femme et son mari. Quoi. Je veux dire, même si on ne veut pas lui jeter la pierre, parce que lui aussi a été honnête, et donc ça existe et c'est pas contre lui. Il y a plein de gens qui le font, que ce soit des femmes ou des hommes. Des situations comme celle-là sont un peu dures. Hein. Alors moi, je trouve ça un peu gêné, non? Oui, tout à fait. Non, alors là, non, pas vous, Thierry? Oui. Non, pas vraiment. Bon, on ne connaît pas exactement la situation. Non, mais est-ce que vous pourriez par exemple coucher avec une femme le midi et dîner avec elle et son mari le soir? Non. Je crois que c'est une question de délicatesse, je crois qu'il faut employer le mot. Moi, il y a un mot qui est un peu désuet aujourd'hui et que j'aime bien, que j'emploie beaucoup dans le travail que je fais avec mes patients, c'est le mot gentilhomme. Et c'est vrai que si on est gentilhomme à l'intérieur d'un couple, dans le sens d'avoir une certaine noblesse, et si on ne manque jamais d'irrespect, par exemple, prenons l'infidélité. Même les femmes peuvent être gentilshommes alors, si je vous écoute. Tout à fait. Ouais. Les modalités de l'infidélité. Par exemple, quelqu'un qui habite dans une petite ville ou qui évolue dans un micro-milieu et qui va délibérément être infidèle à sa femme
dans un milieu qu'elle côtoie, donc où elle va très rapidement apparaître un peu comme la victime, etc., c'est quand même un comportement de violence. Donc au-delà de l'infidélité évitable ou pas, je crois que ce qu'il y a de plus fondamental dans un couple, c'est le respect de l'autre. Et là, c'est un comportement d'irrespect. C'était assez drôle l'intervention de ce moniteur de ski parce qu'il a dit on est resté 20 minutes chez moi. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup de vous qui font du ski, mais vous voyez un peu comme on est habillé quand on fait du ski. Les dames, souvent, elles ont des collants, des tas de trucs. Alors 20 minutes en se déshabillant, se rhabillant et repartant sur les pistes. Fort. Moi, je sais pas. Là, on se déshabille, je crois. Là, on se déshabille plus, on arrache les vêtements en plein au travers. Je crois que c'est... Je suis pas tant là. Je sais même pas si on peut appeler ça une aventure. Je crois que vous avez raison. Quand il fait bon, on est entièrement nu sous la combinaison. Je crois que c'était plutôt là pour raconter aux copines que par rapport, effectivement... Bon, de toute façon, c'est quelque chose de très connu. Enfin, les maudits comme les Les différences physiologiques entre l'homme et la femme, c'est une idée qu'on entend souvent. Vous en pensez-vous quoi en tant que sexologue ? Quand on examine les différences sur les rapports, les rapports sur les comportements sexuels, qui d'ailleurs n'ont pas beaucoup changé entre 72 et 92, rapport Simon, rapport Spira, on s'aperçoit que finalement la femme a quantitativement moins d'aventures que l'homme. Est-ce que c'est du fait social ou est-ce que c'est du fait physiologique? Alors, plus on s'avance vers la génération actuelle, plus la différence s'estompe. Donc j'en conclus que c'est que plus social aujourd'hui, puisqu'on vit de façon un peu identique, je pense que les occasions font les larrons aussi. Et les larronnes, en l'occurrence. Les larronnes, les occasions font les larronnes, hein, je crois que c'est extrêmement clair. C'est pas vous qui allez me contredire, je pense. Christine Pascal. Daniel Thompson, pardon, veut intervenir. Daniel. Oui, je voulais poser plusieurs questions et revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. Je ne sais pas si je suis à l'écran. Vous n'êtes pas à l'image, Daniel. Où est Daniel? Voilà, je suis là. Je voulais poser plusieurs questions et revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. Je voulais d'ailleurs demander au docteur, aidez-moi. Comment? Pardon? Comment? Merci. Comment CORMA? Oui, parce que moi, je fais partie d'une génération, on a vécu beaucoup de fluctuations au niveau de ces histoires de fidélité, parce qu'on avait aux alentours de 20 ans en 68, on a vécu cette époque où tout à coup, en effet, il y a eu un essai de liberté totale, de liberté de couple, on se dit tout, les communautés, tout le monde couche un peu avec tout le monde, enfin... On a vécu ça n'a pas duré. Et puis maintenant, il y a aussi quelque chose auquel on est obligé de penser avec la fidélité. On est bien loin de cette atmosphère 68arde dont je parlais, on est maintenant dans la génération SIDA. Est-ce que justement on remarque maintenant chez les couples jeunes ou plus âgés une différence? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que les mœurs ont changé à cause de ça? Nous, ce qu'on a vu et ce qu'on a appris, ce qu'on savait déjà, parce qu'on fait régulièrement des émissions qui parlent du comportement amoureux, ça fait partie de la vie, ça occupe même une bonne part, c'est que le sida en fait a diminué le nombre de conquêtes, mais a favorisé la relation parallèle, marginale du couple, mais régulière et sur la longueur, docteur, non? Oui, tout à fait. Et en plus, elle a plongé le couple dans une nécessité de réfléchir sur sa vie sexuelle, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que c'est vrai qu'avant, le meilleur sexologue, c'était l'aventure extra-conjugale.